Bonjour, docteur Thérain. Merci beaucoup de nous donner du temps aujourd'hui pour un débriefing. Merci à vous. Vous parlez sous pseudo et peut-être que le mieux, c'est que vous vous présentiez et que vous expliquiez un petit peu ce qui vous a motivé à venir nous parler, avant bien sûr de nous parler de vos patients. Tout à fait. Je suis médecin généraliste de terrain depuis plusieurs années à des patients atteints du syndrome de Covid-19 et pour lesquels j'ai heureusement utilisé des traitements qui fonctionnaient et qui ont évité qu'ils aillent en hôpital ou en réanimation. Et vous avez commencé Oui, excusez-moi, non, c'était juste que je ne me présentais pas sous mon nom propre et sous le couvert d'anonymat, je préférais être devant vous parce que les médecins généralistes de terrain notamment qui disent ce genre de choses ont parfois des problèmes, notamment avec l'ordre des médecins ou les autorités. Il y en a beaucoup autour de vous que vous connaissez qui ont eu des pressions de ce type? J'en connais un certain nombre, oui. Suffisamment pour que je préfère communiquer comme ça. En tout cas, on vous remercie de nous faire confiance à ce sujet-là. Peut-être, si vous nous parliez un peu de votre patientèle, de vos patients, de leurs considérations et des questions qu'ils vous posent, comment ça se passe, on va dire, dans votre cabinet et dans le secret de votre cabinet? Alors, au jour d'aujourd'hui, les questions sont un peu différentes que celles qui étaient posées lors de la première vague vers début mars. Je vais commencer par début mars, comme ça sera plus simple pour la chronologie. Vers donc le 9, avant le confinement, je recevais des enfants qui avaient des syndromes grippaux et qui m'ont probablement d'ailleurs contaminé à ce moment-là parce que je n'étais pas équipée, ne pensant pas que la vague arrivait aussi vite et n'ayant pas d'ailleurs de masque à encore délivré par la pharmacie qui arrivera le mercredi. Donc dès le lundi, je pense que j'ai dû être infectée par les enfants qui toussaient et qui avaient des formes grippales avec cette toux importante et que j'ai traité par soit des traitements antibiotiques quand j'estimais que c'était nécessaire, soit par du Doliprane simple en attendant pour l'évolution qui reviennent me voir si ça ne s'améliorait pas. Mais dans ces 6 premiers jours, j'ai aussi reçu des personnes âgées notamment et qui, eux, par contre, avaient des infections pulmonaires importantes qu'ils avaient contractées en gardant leurs petits-enfants. Et j'ai eu un peu de chance parce qu'un couple de ces personnes âgées avait pour monsieur une très grosse infection et madame une petite. Et lorsque j'ai des petites infections pulmonaires, je traite comme les recommandations le demandent par Augmentin et amoxicilline, puis acide clavulanique. Et lorsqu'elles sont plus importantes et que je suspecte un germe intracellulaire, une forme de pneumopathie atypique, je rajoute un macrolide, donc la clarithromycine que j'ai utilisée à ce moment-là. Or, ça a très bien fonctionné chez monsieur qui avait donc le macrolide alors que madame ne l'avait pas. Et madame s'est aggravée, donc j'ai revu madame, je lui ai donné le même traitement que monsieur. Et au bout de 6 jours, pour lui et pour elle, ils se sont améliorés tous les deux. En même temps, vu que c'était la période où je commençais à avoir quelques mini-symptômes, je me suis donc dit que j'allais prendre ce même traitement puisque ça avait très bien fonctionné chez monsieur. J'ai eu la même chose chez un autre couple de personnes âgées. Et ensuite, au bout des 12 jours, 6 pour moi et 12 pour monsieur, vu qu'il allait très très bien, je me suis un peu penchée sur la période où j'avais vu des gens qui avaient pu avoir été infectés et que je n'aurais pas traité par macrolide comme le monsieur et moi-même. Et avec l'amoxicilline seule, parfois certains s'étaient aggravés. Donc je les ai fait revenir à mon cabinet, et j'ai écouté leurs poumons, j'ai trouvé des pneumopathies à l'auscultation pulmonaire et je les ai donc traités aussi par macrolide. Cette chance, entre guillemets, m'a permis de
pouvoir revoir des patients qui s'étaient vraiment aggravés pendant les 6 ou 7 jours pendant lesquels ils avaient l'antibiotique qui ne fonctionnait pas. Parce qu'en fait, je vous expliquerai après, mais la problématique de cette bactérie que l'on suspecte, c'est qu'elle est intracellulaire et que l'amoxicilline ne marche pas du tout sur elle. Donc, une expérience de terrain, quoi, on pourrait dire. Voilà, une expérience vraiment de terrain avec un retour ensuite très positif sur les patients que je mettais sous macrolide et pour lesquels je prenais des nouvelles au bout de 3-4 jours et qui me disaient qu'ils s'amélioraient, ou en tout cas s'ils ne s'amélioraient pas, on augmentait les doses et on trouvait une amélioration dans les jours qui suivaient. Et ça, c'était très, très important et enthousiasmant pour moi. Et à ce moment-là, donc on est au mois de mars, rappelons-le, vous avez discuté de ces problématiques avec des collègues, vous avez regardé des publications, vous avez puisé dans votre savoir de médecin. Oui, en fait, pour vous remettre dans l'historique, le 17 mars, le professeur Raoult a sorti son étude avec Gautret pour l'hydroxychloroquine associée à l'azithromycine. Et le schéma de l'époque montrait bien qu'en ajoutant l'azithromycine, un macrolide, donc, les PCR se retrouvaient négatives. Et tout le monde s'est, entre guillemets, précipité pour dire que c'était une étude pas assez fiable. Mais en tout cas, il a ouvert les yeux à de nombreux médecins généralistes, je pense, sur la possibilité de traiter avec cette classe d'antibiotiques, les macrolides, et notamment l'azithromycine, qui a été énormément employée à cette époque-là en France, je pense, grâce à cette expérience de Didier Raoult. Le 26 mars, vous vous rappelez certainement, un décret ministériel nous interdisait d'utiliser l'hydroxychloroquine. Donc, les médecins généralistes de terrain ont traité leurs patients essentiellement avec l'azithromycine ou les macrolides, puisqu'ils étaient interdits d'utiliser cette hydroxychloroquine. Le ministre a préféré les garder pour l'hôpital, mais il faut se rendre compte que justement l'évolution de la maladie fait que quand les gens sont hospitalisés, 15 jours après avoir été infectés, les infections pulmonaires sont très importantes et les traitements marchent moins bien que quand ils sont pris précocement au tout début lors de la première semaine. Donc, une diminution de la charge virale grâce à ce traitement. Vous en avez discuté avec vos collègues, vous avez lu les publications. Oui. Quand vos patients venaient dans votre cabinet, est-ce qu'ils s'étaient déjà renseignés? Est-ce qu'ils étaient au courant? Est-ce que vous parlez, on va dire, de cette polémique au sujet de l'interdiction de prescrire, ou bien ils n'étaient pas au courant de cette situation? Si, certains étaient au courant et d'autres l'étaient moins, mais je les mettais au courant en leur montrant ce que j'avais déjà lu ou vu. Et en fait, certains me posaient la question de l'hydroxychloroquine, pour lesquels je leur répondais que dans mon expérience de terrain, je n'en avais pas eu besoin et que de toute façon, le décret ministériel m'interdisait de l'utiliser. Donc, en mettant des doses adaptées de macrolide chez des pneumopathies de patients qui avaient ou pas la Covid, parce qu'en fait, à l'époque, on ne pouvait pas faire de PCR et donc certifier qu'ils avaient le coronavirus. Mais vu les symptômes grippaux de l'époque avec ce virus uniquement qui circulait, c'était fort probable. Et donc, les traitements les amélioraient tous en 7 à 10 jours avec d'excellents résultats. Des rares personnes avec des petites résistances ont dû avoir une autre molécule de la même classe des macrolides que j'ai utilisée à ce moment-là et qui a fonctionné, donc heureusement pour moi. Donc, un choix de traitement qui est lié à votre expérience, des patients qui sont rassurés en sortant de votre cabinet, et malgré cela, il y a quand même des pressions sur certains médecins généralistes qui essayent de soigner. Vous expliquez ça comment, en fait? À l'époque, j'ai pas très bien compris ce qui se passait parce que j'ai, étant donné l'expérience que j'avais, voulu communiquer mes résultats en plus haut lieu. Et lorsque j'ai eu la réponse de ce
désirait que je fasse, c'était envoyez-nous votre étude, on verra si ça nous intéresse. Sauf qu'à l'époque, j'ai été le nez dans le guidon avec des patients à soigner en permanence. J'avais pas le temps de reprendre toutes les statistiques de mes patients pour leur envoyer un beau dossier. Et j'aurais aimé pouvoir communiquer avec eux à l'époque, ce que je n'ai pas pu faire puisque ils m'ont envoyé un non-recevoir. Et ensuite, j'ai essayé par tous les moyens de tenter de communiquer avec eux. J'ai pu avoir des communications avec des gens qui étaient responsables, mais ils ne m'ont pas suivi dans le potentiel traitement précoce qui marche chez les patients avec les macrolides notamment. Il faut dire, juste pour une précision, les macrolides, comme l'hydroxychloroquine, sont réputés augmenter le QT. Vous savez, cette petite période dans le CG qui montre qu'on peut faire des troubles du rythme. Mais l'hydroxychloroquine plus les macrolides auraient été les deux associés très pourvoyeurs de troubles du rythme. Bon, c'est très probablement exagéré, et de toute façon, les personnes avec troubles du rythme ou problèmes cardiaques, les médecins généralistes savent les traiter et ils donnent une autre classe d'antibiotiques qui s'appelle les cyclines, la doxycycline, qui n'a pas de contre-indication dans les formes cardiaques. Donc, c'était une alternative aux personnes qui auraient pu ne pas pouvoir bénéficier des macrolides. Donc, quelque part, vous vous sentiez équipé pour traiter, on va dire, les patients qui venaient vous voir, compétents. Complètement. Et puis en plus, je me sentais rassurée parce que d'une certaine façon, toutes les expériences que j'avais me montraient que ça marchait. J'ai eu des personnes autour de moi, dans ma famille, dans mes proches. La plus difficile que j'ai eu à gérer, c'était une qui était dans l'Est, une amie de ma femme, qui a fait quelques jours de réa, malheureusement, parce qu'elle n'a pas eu l'opportunité de nous appeler pour nous dire qu'elle n'allait pas bien. Mais voilà, elle s'en est sortie, et toutes les personnes autour de moi qui ont été certaines très atteintes s'en sont bien sorties grâce au traitement. Tout à l'heure, vous nous avez parlé vous nous avez dit que vous avez communiqué avec les instances ou les autorités. Est-ce que vous pouvez préciser avec quelles autorités? Parce que vous avez dit eux, et je pense que c'est intéressant d'expliciter, si possible, qui sont ces personnes qui vous ont envoyé une fin de non-recevoir, comme vous avez dit. Alors, au tout début, c'était les instances de la santé, le ministère de la Santé, qui m'ont répondu au tout début, vers le 26 mars, d'envoyer mon étude. Et j'avais deux raisons de ne pas la faire, de ne pas l'envoyer. C'était la première, qu'il fallait du temps pour la faire et que je n'avais pas, je dormais déjà pas beaucoup à l'époque, mais il aurait fallu que je fasse des nuits blanches pour faire tout ça. Et ensuite, c'était que j'avais un petit peu peur qu'en allant sur les réseaux, sur Internet, ce soit peut-être tombé dans des oreilles malveillantes. Il faut rappeler qu'à l'époque, les 300 000 boîtes de Sanofi qu'on devait avoir avec M. Trump qui disait que ça marchait, ont été plus ou moins kidnappés. Donc, je me disais que ce n'était pas une bonne idée de mettre ça sur le net. J'avais besoin d'un contact direct avec eux, que je n'ai pas eu à cette époque-là. Mais ensuite, vers le mois de juin, j'ai pu avoir un contact téléphonique avec une députée de ma circonscription qui m'a mis en contact avec un médecin nommé par Olivier Véran pour gérer le Covid-19. D'accord. Et bon, ça a quand même pris 2 mois pour avoir un contact. Donc, pendant ce temps-là, les patients étaient en réanimation ou décédés. Donc, parmi votre patientèle, vous n'avez pas eu de complications parce que vous les avez traités en phase précoce, Oui. j'imagine. Est-ce que parmi vos patients, vous aviez des gens qui étaient vaccinés contre la grippe? On a beaucoup parlé de cette immunité croisée. Vous avez pu observer certains effets Alors, pas en mars-avril, parce que ce n'était pas du tout la période de la grippe. Elle se terminait. Il faut rappeler qu'il y a eu que 87, je crois, cas de grippe l'année précédente. Donc, on finissait une période de grippe sans trop de grippe, et on commençait le coronavirus.
Et il se trouve que je pense, comme le pense un microbiologiste de mes contacts, que les deux sont en compétition. C'est-à-dire que si l'un est là, l'autre ne peut pas prendre la place. Donc, il n'y avait pas de grippe et il n'y a pas forcément eu de grippe non plus cette année pour l'instant. D'accord. Et donc, pour parler un petit peu du vaccin, donc on a beaucoup entendu parler du vaccin de nos jours. Vous avez donc une expérience qui tend à démontrer que vous avez réussi à empêcher vos patients d'empirer ou à les soigner, hein, comme ça. Est-ce que vos patients viennent aujourd'hui vous voir en vous posant des questions sur ce vaccin et sur ces obligations vaccinales que l'on a? Alors, sur le vaccin qui est en train d'arriver, oui, certains me posent des questions. Je leur réponds que j'ai pas toutes les données encore pour pouvoir leur répondre. Et j'ai par contre, dans la première période entre le mois d'avril et le mois de août-septembre, vacciner mes patients contre le pneumocoque, qui est une bactérie que l'on peut retrouver dans les poumons et qui, à mon avis, aurait pu être responsable de surinfection de la Covid. Donc, je les ai encouragés à se vacciner contre le pneumocoque. Ce qu'ils ont fait pendant l'été, pendant cette période où il n'y avait plus de circulation active du virus tellement importante, parce qu'il faut voir qu'il y a aussi un risque quand on vaccine en population en pleine pandémie, d'avoir une baisse de l'immunité pendant qu'on les vaccine et qu'ils soient un peu moins fort pour résister au virus de la Covid si jamais il arrive par-dessus. Donc, bon, si on vous entend, vous n'avez pas toutes les données. On a entendu parler dernièrement d'un autre traitement qui s'appelle l'ivermectine. Est-ce que c'est un traitement que vous avez utilisé comme une alternative ou... Alors non, parce que tout simplement, j'en ai jamais eu besoin. Comme l'hydroxychloroquine, hein, le pharmacien me faisait voir que je pouvais éventuellement avoir une boîte ou deux pour moi et ma famille, mais je lui ai répondu tout simplement que je n'en voyais pas l'utilité, puisque en fait, l'ivermectine comme l'hydroxychloroquine sont des traitements en phase ultra précoce, voire préventif. C'est-à-dire qu'ils empêchent le virus de rentrer, mais par contre, ils ne font pas le travail que font les antibiotiques de type macrolide quand on est à la phase virale et que la maladie se développe. Et les bactéries intracellulaires, comme le Mycoplasma pneumoniae, qui, à mon avis, est un peu responsable de toute cette aggravation, les macrolides fonctionnent sur eux, ce qui fait que les macrolides ont une petite action antivirale, mais ils ont surtout une grosse action sur la bactérie, notamment germe intracellulaire, Mycoplasma pneumoniae. Et du coup, les deux qui se retrouvent à l'intérieur de la cellule pour s'associer, se multiplier, qui sont des cofacteurs et donc des complices malheureusement de circonstances, font que les formes graves peuvent se développer si cette bactérie, à mon avis, est présente à l'intérieur de la cellule. C'est pour ça qu'on n'a pas tout le temps l'hypothèse que tout va bien se passer et que des personnes jeunes peuvent faire des formes graves, surtout si on n'écoute pas leurs poumons au bout de 7 jours quand ils se mettent à tousser. Dites, docteur, comment expliquez-vous alors donc cette non-écoute des autorités et ces interdictions de prescrire? Vous, en tant que médecin, vous percevez ça comment? C'est un empêchement d'exercer votre métier? Oui, oui, très très mal, hein. On l'a tous très très mal vécu. Et puis l'ordre n'est pas vraiment là pour nous protéger en ce moment. On nous dit maintenant qu'il y a un vaccin qu'il va falloir essayer de convaincre la population pour vacciner les personnes. On a un traitement précoce qui fonctionnent et qui sont des antibiotiques de type macrolide ou doxycycline s'il y a un problème cardiaque, et d'autres antibiotiques qui marchent aussi, comme les céphalosporines de troisième génération, et qui ont été utilisés partout en France, dans les hôpitaux, partout, hein. Je ne suis pas le seul, il y a beaucoup de médecins qui ont traité avec ces antibiotiques avec beaucoup de succès, mais qui ont été ennuyés
parce qu'on leur a dit que ce n'était pas dans des essais randomisés double aveugle faits correctement, sauf que en médecine de terrain, on ne peut pas faire du randomisé double aveugle. Imaginez si on dit à un patient, comprenez, je vous donne que du Doliprane, rentrez chez vous, et puis dans l'autre bras, je donne l'antibiotique. Donc ça, c'est pas possible pour nous. Et c'est des études qui auraient pu être menées en rétroactif, hein. C'est des études observationnelles. On aurait pu prendre 1000 médecins qui tenaient que du Doliprane et puis 1000 autres qui donnaient les macrolides et puis voir dans lesquels des deux on avait le plus d'hospitalisation, de réa et de décès. Mais ça n'a pas été fait parce que les autorités n'ont pas cru ou ne veulent pas y croire. Ça, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire. Et quand vous en discutez avec vos collègues, ils pensent, vous partagez ce point de vue avec, tout à l'heure vous avez parlé d'un microbiologiste qui a regardé avec d'autres médecins. Quel est l'état d'esprit aujourd'hui des médecins par rapport à d'abord à l'exercice de leur métier et puis par rapport à leurs autorités, on va dire compétentes, et puis les autorités administratives? On est très très en colère parce qu'on nous a empêchés de prescrire dans un premier temps, ce qui est une première mondiale, nationale, hein. On n'a jamais vu ça, empêcher un médecin qui a fait 10 ans d'études pour savoir quel médicaments donner. Donc déjà, d'une part, on était frustrés par rapport à ça, et ensuite très frustrés de ne pas être écoutés, puisque on avait des retours de terrain avec des milliers de personnes qui étaient soignées et qui guérissaient sous ces traitements. Et donc, on était tristes en même temps qu'en colère. Et quand il y avait un autre décret qu'on a appelé le décret Rivotril, puisqu'on a donné ce médicament en compassionnel à des personnes âgées. Vous avez eu à l'utiliser? Quel était votre point de vue sur ce médicament? Heureusement, non, je n'ai pas eu à l'utiliser. Pour vous avouer la stricte vérité, j'ai eu une patiente qui est décédée parce qu'elle était passée par l'hôpital qui l'avait mis sous traitement augmentin qui ne fonctionne pas donc sur les germes intracellulaires. Et quand je l'ai vue, elle était déjà à 2 semaines de l'évolution. Je l'ai mise sous macrolide et en quelques jours, elle s'est dégradée. Elle a été obligée d'être hospitalisée, mais elle avait fait une directive anticipée pour ne pas être intubée. Et elle a pu donc rester avec sa fille à ses côtés jusqu'à la fin en attendant le décès, qui pour moi est plutôt une bonne chose. Et en maison de retraite où je travaille, je n'ai pas eu heureusement à avoir ce choix à faire et à appeler les autorités ou le 15 pour leur demander de venir chercher des patients qui, dans les maisons de retraite, ont malheureusement été beaucoup moins transportés quand ils étaient en semaine 14 débordés par la vague. Tout à l'heure, vous avez parlé des tests PCR et du fait que vous n'en aviez pas au mois de mars. Aujourd'hui, il y en a beaucoup. Oui. Vous leur faites confiance à ces tests ou vous faites confiance à votre diagnostic, Je fais d'abord confiance à mon diagnostic, surtout qu'il est clinique et pulmonaire, donc assez facile avec un stéthoscope, on entend les pneumopathies se développer. Sur des gens qui ont des syndromes viraux, donc qui sont probablement des Covid, mais je les teste, ne serait-ce que pour avoir une trace du fait qu'ils soient positifs à la Covid. Et par rapport au mois de mars, j'en ai eu à peu près moitié moins ce coup-ci. Donc peut-être qu'il y a une forme d'immunité collective qui se fait sentir. Et j'ai du coup une quarantaine de personnes de PCR positives dans la deuxième partie, où j'ai été beaucoup moins sollicité que dans la première. Juste merci pour ça, docteur. Pour parler un petit peu, j'imagine que vous avez regardé la télévision, les médias, avec un certain nombre de médecins qui sont passés sur les plateaux de télévision à se on va dire, chamailler ou à prendre partisans. Est-ce que c'est quelque chose que vous désolez? Comment vous percevez cela en tant que médecin de terrain? Non, ça m'attristait énormément parce qu'on est resté bloqué sur cette hydroxychloroquine. On a kidnappé le débat scientifique. On ne fait plus confiance aux scientifiques maintenant à cause de cette histoire de Paris-Marseille qui a vraiment été dramatique. L'hydroxychloroquine en elle-même, elle aurait pu être testée et apporter, je pense, en préventif beaucoup de bien, puisque certains médecins dans d'autres pays l'utilisent en préventif à des faibles doses, une fois par semaine à 200 mg, et ils ont
très très peu de cas de Covid. Donc je pense que ça aurait pu être un traitement préventif et dans les formes très précoces à des doses un petit peu plus faibles que celles utilisées par Didier Raoult, ça pourrait apporter quelque chose, comme l'ivermectine pourrait apporter quelque chose. D'ailleurs, il faut ajouter à ce sujet que le zinc et l'UV et la vitamine D sont deux éléments très importants dans le traitement de la Covid, notamment parce qu'ils boostent notre système immunitaire, qu'ils empêchent le virus de rentrer dans la cellule. Donc tout le monde devrait prendre de la vitamine D et du zinc pour être équipé avec un bon système immunitaire pour lutter contre la Covid. Écoutez, docteur, donc merci beaucoup de nous avoir donné ce temps. Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter que j'aurais oublié Des points importants. Oui, je peux juste passer un petit message aux gens. D'abord, d'une part, peut-être parce qu'on nous traite de rassuristes quand on dit aux gens n'ayez pas peur, mais allez voir votre médecin traitant, il saura écouter vos poumons, il saura vous dire de prendre de la vitamine D, du zinc si vous n'êtes pas encore atteint, et il saura vous dire que vous avez besoin d'un traitement antibiotique si vous avez déjà une infection pulmonaire. La première chose. Et puis la deuxième chose, c'est que tous les médecins qui ont traité dans leur coin seuls, qui ont eu des bons résultats, peuvent se mettre en relation avec vous pour pouvoir donner leurs résultats aux médecins dont j'ai parlé tout à l'heure, microbiologistes que vous connaissez. Donc, ce n'est pas vraiment rassuriste, c'est juste exercer votre métier de manière professionnelle. Tout à fait. Tout à fait. Ben, écoutez, docteur, on vous remercie d'avoir apporté ce témoignage dans cette émission de débriefing. Et moi qui vous remercie. En espérant que vos patients ressortiront bien soignés, bien traités, rassurés aussi, et que les autorités entendront aussi ce message pour vous écouter et écouter votre professionnalisme qui fait plaisir à entendre. En cette période de Noël. Merci. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup.